Bonjour à tous et bienvenue sur JDR Factory. Alors, nous voici en direct du laboratoire dans cette émission de discussion, le Talk, avec un spécial OSR. Alors, pour m'accompagner au sein de l'équipe, voici mon partenaire, l'incroyable et formidable Sam Zitterman. Enchanté, Sam. Et bonjour, enchanté pour les invités aussi. Et pour parler d'un sujet si vaste que l'OSR, nous avons réuni au laboratoire de la Factory deux invités, et pas des moindres, deux fleurons de la création de jeux de rôle. Alors, le premier, Alex dit Kobayashi. Enchanté, Koba. Coucou tout le monde. Alors, Koba, tu es auteur, traducteur, éditeur. Donc, c'est des jeux comme Tranchon et Trancon, Rat in the Wall, Into the Dark, et plus récemment Trixia. Et surtout, en fait, ton blog, Les Livres de l'Ours, c'est ton label. C'est un formidable rendez-vous qui existe depuis 2007, qui vous parle régulièrement de ses coups de cœur, de ses créations, évidemment aussi de jeux de rôle. Et ensuite, on a John Grumpf, le Grumpf, ou dit LG. Auteur prolifique, on peut dire, dans son terrier et ses productions chibi, Cerbère, Cœur Vaillant plus récemment, mais aussi Dragon de Poche, vraiment une vingtaine, une trentaine de jeux, je sais pas, dis-nous le Grumpf. Je crois que j'ai une trentaine de références sur Chibi là, actuellement. Et, plus tout ce qui est sorti chez John Doe avant, Ballon Taxi, et puis mes collaborations ailleurs. Ouais. Surtout, tu es auteur, illustrateur, graphiste, éditeur, traducteur. Voilà, tu t'es construit une identité graphique assez particulière et singulière au fil des années, quoi, aussi. Quand on ne sait pas dessiner, on fait ce qu'on peut. Ouais, bon, je dessinerais comme ça, je serais bien chance. Mais bon, c'est pas le sujet. Peut-être qu'on devrait dire ce qu'est l'OSR. On va commencer par ça, par un cours historique. Donc, OSR, alors, Old School Renaissance, où on parle aussi de gameplay old school. Voilà, il y a tout un tas de termes, c'est assez mouvant. Ed, tu nous fais une petite présentation historique, puis on envoie la balle à nos invités, histoire de voir comment eux, ils voient l'historique, peut-être, de ce mouvement. Alors, oui, bon, l'OSR, c'est quoi? Bon, à la base, je crois que ça désigne des jeux de rôle ou plus ou moins rétro-clones sur table qui cherchent à reproduire de manière la plus fidèle possible et dans la limite de ce qui est autorisé par la loi, d'après ce que j'ai compris, les principes et les règles de jeu de rôle les plus anciens. C'est ça? Ouais, c'est Donjons et Dragons, pour pas le nommer. C'est ça. Pour le nommer. C'est ça. C'est celui qui a été suffisamment nommé comme ça. Voilà, c'est celui qui a été le plus copié au final, parce que... Bon, en termes de rétro-clones, il y a les quasi-clones, les neutrons, on ne va pas parler de tous ces termes-là, mais donc ce sont des jeux qui ont été copiés. Alors, est-ce que on sait aujourd'hui que c'est pas du tout de la nostalgie, que c'est plutôt un mouvement qui maintenant a pris une ampleur et est propre à lui, quoi. C'est pas comme que du vintage, quoi. C'est quelque chose qui maintenant, le terme OSR, c'est qui englobe une dynamique qui est assez importante. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait en parler. Donc, on va pas faire une émission sur l'historique, mais plutôt sur qu'est-ce que l'OSR, pourquoi, qu'est-ce qui se passe là-dessus. Et je crois qu'un des jeux qui a marqué le plus son temps, ça a commencé avec Osric en 2006, je crois, c'est ça, avec notre certain Daniel Proctor, qui a inventé le terme rétroclone. Mais c'est surtout le jeu, comme il s'appelle, je crois que vous avez travaillé dessus, Sword et Wizardry. Et le terme rétroclone va s'effacer pour ce qui va lancer le mouvement OSR et influencer beaucoup de rôlistes en 2008. Et qui a traduit et travaillé sur Sword et Wizardry? Je crois que c'est vous. Je plaide coupable. Koba, c'est ça. Du coup, pourquoi avoir lancé ce... D'ailleurs, en quelle année tu l'as traduit, genre longtemps après sa sortie, et pourquoi l'avoir traduit au final? Qu'est-ce que tu recherchais là-dedans, dans cette historique, dans cette redécouverte? C'est une bonne question parce que je me suis toujours posé la question de savoir si j'avais pas fait une connerie. Tu vois? C'est dire. Non, mais c'était intéressant dans le sens où le principe de base de l'OSR, de l'existence de l'OSR au départ, c'est que avec la sortie de D&D 3e édition, donc Wizard of the Coast avait créé l'OGL, donc il permettait tout simplement, en fait, je pense qu'ils s'étaient pas tout à fait rendu compte de ce qu'ils avaient fait, pas complètement, mais en fait, ils ont donné accès aux gens à l'ensemble des règles de toutes les éditions de Donjons et Dragons, en fait. Ils ont ouvert la boîte de Pandore. La 3e édition. Et en fait, bon, voilà, juste très rapidement, le but au départ de l'OSR, Osric notamment, ça a été de rendre à nouveau disponible
des règles qu'on ne trouvait plus dans le commerce, tout simplement, ou à des prix complètement délirants, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Mais à l'époque, c'était juste Osrix et AD&D 1, quasiment sans modification. Sword and Wizardry, ça a été le premier qui s'est dit, bon, on va quand même modifier 2-3 petites choses, intégrer des développements plus récents. Un autre jeu qui avait beaucoup marché aux États-Unis, c'était Labyrinth Lord à l'époque. Mais qui, lui, pour le coup, était une reproduction pareille. Le but, c'était uniquement d'avoir une reproduction fidèle du Basic Set, des Basic Rules de D&D. Et donc, en fait, Sword and Wizardry, alors, il y a eu plusieurs éditions de Sword and Wizardry. Celle qu'on a traduit et éditée avec Grum, c'était la White Box, parce que c'était censé reproduire en partie, vraiment avec justement les dernières innovations de la 3e édition, l'édition originale de Donjons et Dragons, qui, si je ne dis pas de bêtises, n'a jamais été disponible en français, en fait. Et l'idée pour moi, c'était en fait juste, vu qu'on n'avait pas ça en français, après tout, c'était bien, et surtout l'idée, c'était de proposer ça en OGL aussi, c'est-à-dire que quand on a sorti Sword and Wizardry White Box, toutes les règles sont disponibles au format doc, et n'importe qui, parce que, en fait, moi, ce qui m'avait intéressé, c'est que plein de gens après se sont fondés sur ces règles-là pour créer leur propre truc. Voilà, que ce soit des scénarios, des nouvelles règles, n'importe quoi. Et c'était un peu une espèce de brique de départ, un peu comme une espèce. C'est même pas un couteau suisse, White Box, c'est une espèce de gros silex un peu mal taillé, mais avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est que ce soit disponible en France, tout simplement, et que les gens puissent piocher dedans au maximum et créer leur propre truc. Parce que très honnêtement, moi, Sword and Wizardry White Box, je n'y joue pas comme ça, en fait, du tout. Voilà. Alors, du coup, pour être tout à fait honnête, je l'ai lu, je n'y ai pas joué. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que ça reste encore une référence, surtout au niveau des articles qui se trouvent en fin d'ouvrage, avec comment jouer ESR et comment mener une partie old school. On y reviendra peut-être tout à l'heure, quand on parlera justement un petit peu des piliers de l'OSR, parce que moi, ça m'a carrément servi de référence. Donc, votre document est tout à fait pertinent et bien pratique. Et du coup, peut-être avoir la vision du Grumpf. Pourquoi t'être lancé dans ce projet-là et pourquoi cette redécouverte de ton côté? Et comment tu vois un petit peu l'historique, toi, de ton côté du old school? Moi le premier jeu de rôle que j'ai acheté, c'était la boîte rouge en 83. Donc je joue à Donjon depuis 83. J'ai joué à Donjon, la boîte bleue. On a joué à DD1, on a joué à DD2. Quand DD3 est sorti, on a joué avec. Bon, en tout cas pendant un moment. Et puis je pense que c'est déjà quand il y avait DD3 qui me convenait pas des masses. J'avais commencé à bricoler des trucs pour jouer dans le Donjonverse, mais avec d'autres règles, d'autres ceci, d'autres cela. Ensuite, j'ai mené, à partir de 2008, j'ai mené une assez longue campagne de D&D 4. Et c'est pendant la campagne de D&D 4, justement, j'ai commencé à développer des outils qui sont ensuite apparus dans les 1000 marches, dans le jeu des péripéties, ce genre de choses, qui ensuite a donné Oltré. Et c'est vrai que quand notre campagne c'est grosso modo quand la campagne de D&D 4 a fini, a commencé qu'on a fini de jouer, que j'ai commencé vraiment à découvrir l'OSR. Je travaillais sur Oltré déjà à l'époque, j'avais commencé à travailler sur Oltré. Et c'est à ce moment-là où en fait je me suis intéressé au mouvement OSR pour voir en fait c'était quoi les trucs, donc vers 2010 2011 peut-être, en me disant ok, c'est quoi ces mouvements alternatifs, enfin, ces règles alternatives à Donjon qui existent, qui se développent. Donc effectivement, j'avais chopé Osric, j'avais chopé Labyrinth Lord, j'avais chopé des trucs à droite à gauche. Je lisais des choses, mais encore un peu lointain parce que je les utilisais pas vraiment. Je continuais plutôt à bricoler sur des trucs à moi, donc notamment Oltré, des choses comme ça. Et c'est au fur et à mesure en fait que, et notamment avec la traduction de la White Box par Koba, sur lesquels j'ai fait la maquette et les illustres, qui est donc c'était vers 2013, puisque le bouquin est sorti en 2014, donc on a commencé à bosser dessus peut-être 6 mois plus tôt, tu vois, ou un an avant.
Donc c'est vers 2013 que j'ai dû commencer effectivement à vraiment mettre le nez dans l'OSR et même là, il m'a fallu encore du temps pour décortiquer plein de jeux, trouver ce que moi j'aimais, ce que je voulais faire. Du coup, j'en ai fait plein de versions à ma main. Il y a eu 6 et 20, il y a eu Prince et Vagabond, il y a eu si le gros truc c'est vers 2015, fin 2014. Non, fin 2013. Il y a eu surtout le Searchers of the Unknown de Snorri, donc qui était un jeu de rôle en une page qui partait du principe qu'on jouait pas les magos parce que et que les stats des personnages ressemblaient aux stats en une ligne des monstres dans les plus vieilles versions, c'est-à-dire la CA, les dés de vie, le JS, le combat, enfin le mouvement, le combat, et puis éventuellement les talents spéciaux, quoi. Donc les trucs vraiment, ça tient en une ligne et avec ça tu peux. Et c'est un truc. Et donc à partir de là, moi j'ai joué avec Otu, donc j'ai fait ma propre version, Hunters of the Unknown, qui a subi beaucoup d'évolutions en fait et qui m'a servi du fait de sa simplicité structurelle, m'a servi d'expérimentation sur de lieu d'expérimentation sur les types de talents, sur les classes, sur la magie, sur les différents types de magie possibles, sur la construction des monstres, et puis sur les mathématiques du jeu, les mathématiques de l'OSR. Est-ce qu'on fait du rollover, du roll-under? Est-ce qu'on ajoute des bonus? Est-ce que CA descendante, CA ascendante, le target 20? Enfin, plein d'expérimentations dans tous les sens. Avec et puis beaucoup de campagnes. En fait, moi ça fait depuis 2000, ça fait 7-8 ans que j'ai tendance à dire que quasiment les 2/3 des campagnes que je mène, c'est avec des systèmes OSR, quoi. Et quand tu parles de campagne, excuse-moi, quand tu parles de campagne, comment dire, tu joues combien de parties en fait? C'est quoi le nombre de parties jouées régulièrement? Moi j'ai 2 tables par semaine. Il y en a au moins, généralement, il y en a au moins une qui est en OSR ou équivalent. Enfin, toi. Alors après, j'utilise des règles OSR, mais c'est pas forcément des univers OSR. Ça peut être du donjon, mais j'ai fait du Warhammer, je fais du Rift. Il y a même des gens qui font du Toulouse en OSR. Voilà, on peut faire. J'ai fait du cyberpunk avec Nanochrome, et donc je sais pas, une campagne, ça représente entre 1 an et 1 an et demi de jeu hebdomadaire, avec des pauses, mais ça fait entre 40 et 60 séances de jeu de 3 à 4 heures, quoi. Ouais. On est plus sur des campagnes longues. Du coup, on reviendra dans la deuxième partie sur cette histoire de mécanique et aussi sur la manière dont le mouvement et les jeux se réinventent. On verra que c'est vraiment protéiforme. Comme tu le dis, on peut à peu près tout jouer en old school, entre guillemets. Du coup, Ed, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'historique, toi? Non, je pense que là, on a fait le tour. Ce qui est vraiment important, évidemment, il faut comprendre que l'OGL... Voilà, c'est pas un historique complet et scolaire, hein, disons. C'est juste plus une conversation, quoi. Non, moi, j'ai commencé avec la boîte rouge, évidemment, il y a très longtemps, comme tout le monde. J'ai beaucoup aimé au début commencer avec Donjon. C'est un super jeu pour commencer à faire du jeu de rôle. Et après, je m'en suis écarté, évidemment, comme certains ou pas. Mais je trouve que l'OSR, c'est un mouvement qui est très intéressant, qui maintenant a sa propre définition et qui est très, très intéressant à suivre. Du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas l'OSR et qui aimeraient bien essayer ou qui aimeraient bien s'y intéresser, on parle parfois de piliers de l'OSR. Alors bon, ça fait un petit peu dogmatique dit comme ça, mais il y a effectivement des points centraux en termes de gameplay et d'approche de jeu qui se retrouvent dans à peu près tous les jeux, disons. En tout cas, une manière de mener, une manière de jouer. Qu'est-ce qui est pour toi, Koba, l'un des points essentiels quand tu joues old school? Quand je joue, il y a plusieurs. Alors du côté des joueurs, oui. On va essayer de peut-être d'écrire les 3-4 principaux. Voilà. Donc si tu en as un vraiment qui te tient à cœur et que tu veux dérouler, vas-y. Alors
Pour moi, alors c'est un des piliers, ouais. Je suis pas sûr que ce soit forcément un des piliers, mais moi j'ai vu que c'est ce qu'il y a vraiment dans les campagnes que j'ai pu mener. Le point qui est vraiment ressorti, c'est la mortalité des personnages joueurs en fait. Ça crée tout de suite à la table une ambiance qui a très honnêtement rien à voir avec d'autres campagnes du même genre. C'est-à-dire à une époque, j'ai mené pratiquement avec les mêmes joueurs en plus, donc c'était assez intéressant. J'ai fait une campagne Lamentations of the Flame Princess, et juste après, j'ai fait une campagne D&D 5. Et Ah oui. voilà, et Le le grand écart, là. voilà, donc c'est vraiment ouais, j'ai fait le Jean-Claude Van Damme du jeu de rôle, tu vois. Et le rendu était complètement. Et un autre principe de l'OSR qui me paraît important, c'est que effectivement, quand on a lancé la campagne Lamentations of the Flame Princess, j'avais juste un scénario au départ. Je crois que c'était Death Frost Doom, et je savais absolument pas ce qui allait se passer après. Rien du tout. Je savais que voilà, on allait jouer ce scénario. Et je crois que c'est ma première vraie campagne où tout s'est construit vraiment au fur et à mesure de ce que faisaient les personnages. Avant, j'avais quand même des arcs narratifs, des choses comme ça. Pas forcément quelque chose de très figé, n'importe quoi, mais je voyais quand même à peu près où j'allais. Là, d'une partie sur l'autre, je savais jamais ce qui allait se passer, en fait. Et ça, c'est le deuxième grand principe que j'ai retenu. Alors après, je sais pas si tu voulais parler des principes. Non, mais c'est intéressant d'avoir vos Ouais. propres perceptions à ce niveau-là. Peut-être qu'on déroulera un peu les principes qui sont, entre guillemets, Voilà, figés, donc, enfin, ouais, là, un peu c'était vraiment plus. moi ce qui m'a marqué Hmm. Mais dans c'est ma ce qui me maîtrise, m'a. ces deux aspects-là, en fait. Vraiment, c'est ça. Et pour les joueurs, en plus, en termes d'implication, c'était aussi intéressant. Euh, par rapport aux règles, enfin bref, mais vraiment les deux points principaux, ouais, la mortalité, cette espèce de fait, ben, on ne sait pas forcément où on va, mais c'est pas grave parce que c'est drôle en fait. Je te rejoins là-dessus. Moi, c'est ce qui me marque aussi, ce qui me plaît. Alors, le but, c'est pas de tuer les joueurs. Je veux dire, on n'est pas là pour être des sadiques, etc. Mais sur la dernière campagne que j'ai menée sur The Keep on the Borderlands avec Old School Essential, je veux dire, chaque combat, c'était vraiment des combats à mort, quoi. Je veux dire, le moindre coup de dague, le moindre faux pas, bon, mais ton personnage peut y passer. Et du coup, tu te retrouves avec une espèce d'adrénaline comme ça qui fait que, mince, je peux mourir dans la seconde qui suit, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très fort. Et effectivement aussi le côté un petit peu organique de la campagne. Mais du coup, peut-être que Grumpf va nous rejoindre là-dessus, toi qui a proposé notamment dans Alltray quelque chose de très ouvert et dont les joueurs et les joueuses s'emparent. Si tu veux rebondir là-dessus ou sur un autre Ouais. élément essentiel Alors, de School qui te paraît pertinent, je t'en prie. je pense qu'il y a des choses qui ont été mises en valeur par l'OSR, le player skill, le bac à sable, ce genre de choses, mais qui pour moi sont pas forcément organiques à l'OSR. C'est parce que c'est des choses, enfin c'est pas propre à l'OSR, parce que c'est des choses que finalement j'utilise sur plein d'autres types de campagnes, de jeux, d'ambiance, etc. C'est des choses hyper importantes et comme je disais, ça a été mis en avant par l'OSR et donc moi, à titre personnel, en tant qu'MJ, en tant que, on pourra en reparler tout à l'heure si on parle un peu de player skill et de choses comme ça, c'est des choses qui sont attachées à l'OSR parce que ça a été mis en avant là. Mais moi, c'est des choses qui en fait m'ont permis de progresser en tant qu'MJ, de pousser ma réflexion sur plein de choses, notamment sur l'improvisation en tant qu'MJ, sur des choses comme ça, mais que je trouve pas forcément propre à l'OSR. C'est plutôt une manière de jouer qui est assez transversale en fait. Par contre, propre à l'OSR, moi je suis alors bon, la mortalité, je vous rejoindrai pas complètement parce que j'ai un mal de chien à tuer, à réussir à tuer les PJ. J'ai tendance plutôt à jouer en mode ultra héroïque, high fantasy, très héroïque avec pas mal de ceintures et de bretelles. Et même quand c'est très dangereux, parce que je peux faire du TPK aussi, il y a pas de problème. Enfin, c'est le jeu. Si les joueurs se débrouillent mal ou font des mauvais choix, ils subiront les conséquences. Mais généralement, s'ils font les bons choix, s'ils se démerdent bien, s'ils ont des bonnes tactiques, je joue presque toujours avec des
avec des systèmes de règles, enfin des aménagements d'OSR à ma manière, qui sont plus héroïques, qui permettent plus de choses, enfin où un coup de dague ne suffit pas à tuer un voleur, quoi. Par contre, ça c'est intéressant parce que du coup c'est souvent un frein pour pas mal de joueurs, du coup se dire mince, j'aime bien mon perso, j'ai pas envie qu'il meure dans la seconde, donc comme quoi c'est possible de jouer autrement, quoi, aussi. Ouais, on peut jouer très très héroïque, voilà. C'est ça qui est bien avec l'OSR, c'est qu'en fait, comme on en parlera tout à l'heure sur les aménagements, les mathématiques, les aménagements de règles et le flipbook de l'OSR, comme je l'appelle, c'est que tu peux choisir tellement d'options différentes qui vont depuis effectivement des choses très violentes comme Lamentation à des choses très très héroïques comme par exemple Cœur Vaillant, enfin celui que j'ai sorti là, qui est très très héroïque, quoi. Bon, mais moi, je pense qu'il y a deux choses qui pour moi, il y a deux choses qui sont beaucoup plus constitutives de l'OSR en soi. En tout cas, de l'OSR dans la lignée des Donjons et Dragons. Hein. Je ne parle pas des OSR annexes qui rééditent d'autres systèmes de jeu, comme on a vu passer. Mais dans l'OSR, justement, on parlait de la mortalité, les personnages meurent vite, mais c'est des personnages pâte à modeler. Et moi, c'est un des trucs qui me plaît à mort dans Donjon, c'est qu'on ait affaire à des personnages qui, quand tu les crées, t'as pas besoin de background, t'as pas besoin d'un historique, t'as pas besoin de leur mettre des passés pas possibles. Finalement, ils ont 6 caracs, une classe, une race, un peuple. Ils ont 2-3 capacités et ce qui les définit, c'est leur carac. C'est leur carac, leur classe, leur peuple. Et leur équipement. Et ensuite, leur histoire, elle va se construire. Finalement, elle se construit dans les 3-4 premières séances de jeu ou les 3 premières aventures. Ils vont se construire une histoire. Et leur personnage, il se construit par la jonction d'objets magiques, par les choses qu'ils ont vécues, par les personnages qu'ils ont rencontrés. T'as pas besoin pour lancer une campagne de donjon. Et c'est pour ça qu'on peut lancer des campagnes en mode, ok, vous êtes le long d'un chemin, il y a des gobelins qui attaquent, et t'as rien de plus sur ta feuille de perso. Et puis à la fin, tu tires le trésor des gobelins et il se trouve qu'ils ont, je sais pas, un objet magique quelconque. Et là, on se pose la question, mais d'où il vient cet objet? Et boum, t'as un bout de campagne qui démarre parce qu'il faut ramener l'objet à son propriétaire ou trouver son histoire ou ceci ou cela. Et tu peux complètement improviser un truc à partir de rien. Et de la même manière, les personnages, ils peuvent s'improviser à partir de rien. Ils ont leur carac. Et derrière, t'as pas besoin de leur faire un background. T'as pas besoin de savoir d'où ils viennent, de ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. On s'en fout, c'est des aventuriers, ils sont sur la route, ils croisent des gobelins et ils ont des caracs. Et même s'ils meurent, c'est pas grave parce que s'il y en a un qui meurt pendant le combat, c'est pas grave parce que les gobelins avaient un prisonnier et on retire des caracs et on est reparti, quoi. Donc ça, c'est ça, je crois que c'est une des caractéristiques vraiment de l'OSR qui le différencie de beaucoup d'autres jeux. À Cthulhu, t'as beau avoir un investigateur, finalement très stéréotypé, etc. Tu vas toujours lui mettre, oui, alors il a fait ces études là, et puis il a fait ça après, et puis tu vas lui faire un bout de, il va mourir aussi vite, mais tu lui fais quand même un bout d'historique, quoi. Donjon, t'as pas besoin de ça. Effectivement. Donc ça, c'est, je pense que ça, c'est c'est le côté minimaliste un peu du truc, quoi. Ouais, c'est le côté minimaliste du truc. Ouais. Moi, c'est beaucoup dans l'OSR. C'est ce côté un peu minimaliste qui ramène à l'essence du jeu au démarrage, en fait. Et donc, on revient à l'essentiel du jeu, quelques caracs, quelques traits. Ouais. En fait, on élimine un maximum de règles et finalement, rebondir sur ce que disait Grumpf aussi, c'était, c'est en tout cas une pseudo-citation de Gygax, parce que je n'ai pas vérifié s'il l'avait vraiment dit ou pas. Mais c'est le background de votre perso, c'est les 3 premiers niveaux, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, effectivement, j'ai 6 caracs et puis on joue et puis on verra bien ce qui se passe. Parce que je pense que la plupart, ici, on a tous connu un moment de joueur qui se pointe. J'ai créé mon perso et j'ai écrit son background. Ça fait 5 pages. Ouais. Généralement, je le tue dans la première heure. Parce que juste, voilà, non. Ça dépend. Ça m'est arrivé une fois. Ils le font qu'une fois, mais pas 2, en fait. Ouais, mais quand on jouait au World of Darkness, c'était un attendu, par exemple. Quand tu joues à Ambre, c'est un attendu. Quand tu joues, tu vois, il y a d'autres univers où
il est attendu que ton personnage ait de l'épaisseur. Non, je suis d'accord. C'est pour ça que je ne joue pas à World of Mais Warcraft. justement, l'OSR, il a ceci de bien. Nous, on appelle ça des personnages pâte à modeler parce que vraiment, tu as une boule ronde et puis tu t'en fais quelque chose, quoi. Voilà. Et donc, Alors, pour finir vite fait, pour moi, le deuxième pilier en fait de l'OSR, le deuxième truc qui différencie de l'OSR de quasiment tous les autres systèmes de jeu, toutes les autres manières de jouer, c'est que dans l'OSR, en fait, c'est des collections de party games. C'est comme jouer à Wii Party Game, quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir un petit module de règles spéciales pour le combat, tu as un petit module de règles spéciales pour la magie, tu as un petit module de règles spéciales pour les courses-poursuites, tu as un petit module de règles spéciales pour, je sais pas moi, pour fabriquer des objets magiques, tu as un petit module spécial pour gérer les monstres, tu as un petit module spécial pour ceci ou cela. Et assez souvent, en fait, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, tu vas avoir un module pour gérer les voyages, pour les poisons, ils fonctionnent d'une certaine manière, les maladies fonctionnent d'une certaine manière. Et c'est la fameuse boîte à outils, quoi. Ouais, alors c'est plus qu'une boîte à outils. C'est pour ça que je parle de party game, parce que c'est à la fois il y a un sens de l'unification des règles, d'essayer de jouer au maximum avec des règles qui soient comprises, qui soient, voilà. Mais c'est vrai que tu lances un des 20 contre la CA en combat, le voleur, il a un des 6 pour ses compétences, les autres, ils vont lancer, je sais pas quoi, comme objet, parce que pour faire tel truc, tu vas faire des gestes sous la carac ou sur la carac ou ceci ou cela, tu vas avoir des bonus qui sont liés à la carac, etc. En fait, tout ça, il y a une espèce de, il y a un côté, très bordélique dans les règles d'OSR. Et effectivement, quand tu lis la Sword and Wizardry de base, hein, ou même la White Box, hein, il y a un côté touffu, il y a un côté, il y a des mécaniques dans tous les sens qui n'ont pas forcément de rapport les unes avec les autres. Un coup, tu lances un D20 plus bonus, un coup, il faut que tu lances un D20 au-dessus d'un seuil fixe qui est le JS, un autre coup, il faut que tu lances un jet, un D6 sous le truc du voleur. Bref, tu as plein de logiques internes qui vont être différentes, qui vont correspondre à des petits éléments du jeu. Et en fait, tu passes ton temps à passer d'un système à l'autre. D'un party game à un autre. C'est-à-dire que en combat, on va utiliser le module combat. À un moment donné, il y a une infiltration à faire. Le voleur va utiliser le module compétences du voleur. Le magicien va utiliser le module lancer des sorts, les apprendre, les mémoriser, choisir ses sorts dans les listes, etc. Et le magicien, c'est le seul, le magicien et le prêtre sont les seuls à avoir une liste de sorts et à choisir leurs sorts dans le truc. Et donc, ça en fait un party game, en fait. Ça en fait des assemblages de moments. Et donc, c'est pas des boîtes à outils au sens où tu choisis l'outil le plus adapté à ce que tu veux faire. Mais c'est vraiment, au moment où tu veux faire un truc, tu vas utiliser l'outil qui t'est proposé ou les règles qui sont proposées et qui vont amener une ambiance particulière sur ce truc-là. Et puis sur un autre chose, ça va être une autre ambiance. Et c'est ce qui fait pour moi, c'est ce qui fait vraiment la particularité absolue de l'OSR. Et qui va faire que selon les party games que tu choisis dans ton OSR, quand tu l'assembles, quand tu choisis plutôt de jouer avec Labyrinthe Lore, plutôt de jouer avec Ghost-Trick, plutôt de jouer avec la Sword and Wizardry, tu vas avoir un assemblage de party games différents, avec des mini-règles différentes qui vont poser des ambiances différentes. Quand Lamentation of the Flame Princess propose dans ses classes, teinte ses classes de personnages ou ses sorts d'une certaine manière, tu n'obtiens pas les mêmes effets en jeu que dans un autre OSR où les sorts sont un peu différents, où les classes sont décrites un peu différemment. Et tout ça, ça va teinter. Et donc, c'est pas une boîte à outils parce que quand l'OSR t'arrive assemblé et que tu le fais pas toi-même et qu'il t'arrive assemblé d'une certaine manière, il arrive avec une orientation, il arrive avec des directions d'ambiance, avec une proposition et des propos importants. Et il te propose pas une boîte à outils. Il te propose des trucs à appliquer en fonction des situations et en fonction des situations, tu vas appliquer des outils différents. Des classes, en fait, c'est ça.
Non, c'est pas que les classes. Alors ça peut être lié aux classes forcément, mais dans certains jeux, les poisons vont être gérés d'une manière, dans un autre, ça va être géré d'une autre façon. Mais du coup, après, le sens boîte à outils, ça peut être bon, mais moi, le module voleur, comme c'est géré, ça m'intéresse pas forcément. Voilà. Je le vire, je lance un D20 sous la carac de Dex, on n'en parle plus. Et justement, un des autres piliers, entre guillemets, c'est les règles ne sont pas là pour régir, en fait. Entre guillemets, on peut prendre les règles et un petit peu les façonner, les adapter, etc. Mais si on garde effectivement le package de base, on peut à côté se permettre des choses qui, entre guillemets, par exemple, sur des jeux où le système est très important, comme les jeux propulsés par l'Apocalypse, où on peut moins se le permettre. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez pour vous? Est-ce que ça, justement, tu parles de propositions ludiques importantes, est-ce qu'il faut la respecter, Koba? Tiens, vas-y. D'ailleurs, juste, micro-parenthèse, mais pour ceux qui sont vraiment intéressés de connaître un peu l'origine de pourquoi les mécaniques sont aussi touffues, pourquoi ça partait un peu comme ça dans tous les sens aussi, je recommande vraiment la lecture de Playing at the World de John Peterson, où le gars fait un travail d'historien, c'est un bouquin universitaire quasiment en fait, où il retrace non seulement la naissance de Donjons et Dragons, mais comment chaque règle du jeu s'est construite en fait. Genre, je sais pas, un truc à la con, les jets de sauvegarde, ça venait des règles de Wargame qui consistaient à gérer comment des troupes résistaient à des charges ennemies, par exemple. J'ai dit, bah tiens, ça a l'air rigolo, je vais utiliser ça pour ça. Donc, ça explique un peu ce côté aussi touffu, bordélique qui part dans tous les sens. Après, pour moi, les classes, c'est quand même un aspect assez important du jeu, parce que par rapport à cette idée de party game, les classes aussi, c'est chaque joueur, en choisissant notre classe, on va décider de quelle manière on va jouer vraiment. Ça va vraiment définir le rapport qu'on va avoir par rapport à l'univers de jeu, notamment parce que chaque classe ne va pas utiliser les mêmes règles. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que quelqu'un comme Vincent Baker, donc l'auteur de Apocalypse World, entre autres, Dogs in the Vineyard et compagnie, lui, c'était un vieil article d'ailleurs il y a longtemps, mais il disait qu'en gros, pour lui, une grande partie de ses jeux, il explorait en fait les tropes de Donjons et Dragons en fait. Et Apocalypse World, il a exploré le principe des classes justement. Comment est-ce qu'on peut, à quel point est-ce que ça peut, ça définit le rapport du personnage à l'univers, comment on voit le personnage. Alors après, voilà, donc le principe. Du coup, on serait dans un party game axé sur les classes, quoi. C'est ça. Mais voilà, Dogs in the Vineyard, c'était un truc. Bah, s'il y a 3 clampins qui partent sur les routes pour décider de distribuer la justice, d'accord, mais explorons ça pour voir ce que ça donne. Après, il avait fait d'ailleurs un essai. Il avait voulu faire un essai de mettre fan avec Storming the Wizard Tower, mais c'est un jeu qu'il a jamais terminé. Mais ouais, enfin, ce qui est pour rebondir là-dessus, c'est rigolo, parce que c'est vraiment l'exploration de ce thème-là, voilà, ça a donné des trucs. Voilà, donc je pense que la plupart des gens qui jouent à Apocalypse World ne sont pas forcément conscients d'ailleurs de l'origine d'une partie des mécaniques qu'on trouve dedans, qui viennent en fait de l'exploration de Vincent Baker de Donjons et Dragons, quoi. C'est assez rigolo. Ouais, donc finalement, on présente souvent les jeux OSR comme des boîtes à outils, et on peut ne pas, entre guillemets, respecter le système et faire un petit peu ce qu'on veut avec, créer ses propres règles, etc. Alors qu'au final, le Grumpf, j'ai plutôt l'impression que tu es sur la ligne, le jeu a une proposition forte, il faut aller dans cette proposition, je sais pas. Je pense que chaque jeu a une proposition forte, mais c'est lié en fait c'est lié à un des trucs importants de l'OSR pour moi aussi, qui est le côté flipbook de l'OSR. C'est-à-dire, tu vois, tu sais, les bouquins dans lesquels tu as des clowns et tu as des bandes avec le haut du crâne, le nez, la bouche, le nœud papillon, le corps, les jambes, et donc tu as plein de trucs, et tu peux tourner les pages comme tu veux, et tu as 43 millions de clowns différents qui sont possibles. Et l'OSR, sous sa forme boîte à outils, c'est exactement ça, c'est-à-dire que pratiquement tout est compatible avec tout. Alors, il y a des extrêmes, et ça, on pourra en parler justement sur le côté exploration des règles et exploration des parties games, mais
tu peux choisir la manière de lancer le dé, tu peux choisir la manière de gérer l'initiative, tu peux choisir la manière de gérer les dégâts, tu peux choisir la manière de gérer la mort. Est-ce que tu meurs tout de suite, ou est-ce que tu as le droit à des saves pendant un certain temps, ou est-ce que tu tombes juste inconscient et tu reviens, est-ce que, etc., etc. Tu vois, juste sur cette question de la mortalité des personnages, tu as déjà t'as peut-être 10 propositions différentes. Et en fonction de la proposition que tu choisis pour ton jeu, tu tombes à 0, t'es mort, tu tombes à 0, t'es juste inconscient et t'es fait prisonnier. T'as déjà 2 ambiances de jeu qui vont être complètement différentes à la table. Juste en changeant cette règle-là. Tu peux garder tout le reste intact. Voilà. Et donc, pour moi, une fois que dans un jeu OSR, une fois que tu as posé autour de la table les piliers de ce à quoi tu vas jouer, une fois que tu as fixé ton flipbook dans une certaine configuration, tu obtiens un jeu qui n'est pas une boîte à outils, qui est bien un jeu à proposition forte, avec des modules de jeu, enfin des modules de règles précis. Mais c'est assez facile finalement soit de rajouter des pages, soit de changer des trucs pour obtenir finalement une autre ambiance. Et c'est ce qui fait en fait la richesse de l'OSR, c'est ce mélange permanent. Et puis au-delà de ce mélange, parce que juste pour qu'il puisse commencer à y avoir beaucoup de pages dans le flipbook, eh ben on va commencer à explorer des trucs. Alors ouais, si on joue sans classe, si on joue sans le D20 mais uniquement avec des D6, si on joue sans niveau, si on joue sans magicien et sans prêtre, si on joue sans guerrier, si on joue sans faire de jet d'attaque mais uniquement des jets de dégâts, si on joue sans faire sans lancer des du tout, ou si on joue sans faire etc. Par exemple sans faire de jet de perception, etc. Donc, et de la même manière, est-ce qu'on va jouer avec 4 classes? Est-ce qu'on joue avec 12 classes différentes? Est-ce que les classes, elles ont une capacité? Ou est-ce qu'elles ont une capacité par niveau? Est-ce qu'on joue jusqu'au niveau 20? Est-ce qu'on joue jusqu'au niveau 7? Enfin, tu vois, tout ça, c'est des choix qui sont fixés à l'avance. Mais une fois que c'est fixé pour la campagne que tu joues, ça colore voilà. la partie. Ouais. Ça colore la partie très fortement, quoi. Mais par contre, effectivement, il y a le flipbook, quoi. Ouais. C'est mon cas. C'est-à-dire que j'aime bien les jeux gritty. Je suis moins à l'aise avec les jeux où les joueurs, en fait, ils s'en sortent tout le temps par des pirouettes. Il y a plein de manières, il y a plein de mécaniques de le faire. Hein. J'aime bien le système des fois des points de destin qui permet de relancer la vie d'un joueur tout en gardant les létalités. Parce que tuer un joueur des fois, moi, je trouve pas ça non plus très intéressant, mais j'aime bien la dangerosité, enfin, le côté gritty de l'OSR. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et surtout, le petit côté minimaliste. Et Koba, donc c'est quoi, en fait, toi, pourquoi tu... Alors, oui, surtout que c'était pas gagné au départ, parce que moi, pour le coup, pareil, très rapidement, mais pour mon passif, pour le passif rôliste, moi, alors effectivement, ma toute première partie de jeu de rôle, c'était des boîtes rouges. Et c'était horrible. Le mec, il lisait le scénario dans son bouquin, j'avais pas compris comment on faisait les persos, je suis mort au bout de 10 minutes. Alors, les jeux de rôle, je trouvais qu'il y avait un truc absolument génial là-dedans, mais j'ai pas retouché à du Donjons et Dragons pendant les 25 années qui ont suivi, quoi. Ouais. Ah ouais. Donc voilà, quand j'ai rejoué du Donjons et Dragons, c'est des potes qui m'avaient proposé, j'ai joué à, je crois c'était AD&D deuxième édition, qui est pas vraiment un modèle de simplicité pour ceux qui connaissent. Donc moi j'ai pas d'attachement spécifique à Donj en fait. Donc l'OSR, c'est pourquoi à un moment je me suis mis à jouer OSR, parce qu'il y a un moment il y a eu effectivement ce passage à la peut-être une certaine simplicité, même si au départ l'OSR c'est pas forcément, c'est vrai que maintenant c'est devenu très très lié ensemble, c'est-à-dire c'est un jeu OSR, c'est un jeu qui est simple dans ses règles. Ce qui, à mon sens, n'est pas forcément vrai. Osric, par exemple, enfin, bon courage à ceux qui ont envie de lire Osric. Moi, j'ai juste envie de me tirer une balle à chaque fois que je le fais, je veux dire. Mais tomber des mains aussi. Hein, très honnêtement, c'est juste... en même temps, c'était défini comme tel. Ouais. Le type, il dit juste, voilà, vous ne pouvez plus trouver les règles dans le commerce, je vous ai fait une compilation et ce sera... Mais c'est à peu près aussi plaisant à lire qu'un bottin, quoi. Oui, puis surtout, ce qui était intéressant à l'époque aussi, c'est que quand tu faisais l'OSR, en fait, tu peux donner toute la bibliothèque tous les scénarios disponibles aussi.
qui est intéressant. Et donc, pour répondre à la question pourquoi jouer au SR, alors justement, vu que moi, j'ai pas d'attachement spécifique à Donjon, en fait, du tout, ce que j'aimais avec l'OSR, c'est de voir comment, sur certaines bases, ce que Grumpf appelle le flipbook, on va dire, mais sur tous ces outils, comment on peut explorer des thématiques et des univers vraiment, enfin, ça peut partir dans tous les sens, quoi. Et même moi, j'avoue que l'OSR, c'est vrai que c'est très donge, mais il y a enfin, même si c'est beaucoup moins répandu, un jeu comme Troika, par exemple, qui est un jeu OSR, mais qui est fondé plutôt sur les règles des livres dont vous êtes le héros, en fait. Voilà, qui est fondé sur une fantaisie. Avec des tables, machin. Ouais. Voilà, et puis c'est fondé en plus sur un imaginaire qui est beaucoup plus britannique, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui s'est fait aux États-Unis après. Enfin voilà, un jeu comme Maelstrom aussi, qui était... Alors, il y a eu plusieurs jeux Maelstrom, mais celui-là, c'était un jeu anglais, pareil, qui était vendu dans le commerce en Grande-Bretagne. C'était édité par Penguin dans Puffin Book, je crois. Bref, l'auteur, il avait 16 ans à l'époque, c'était n'importe quoi. Il y a eu des nouvelles versions maintenant. Enfin, c'est n'importe quoi. Le jeu est très bien, mais c'était hyper étonnant d'avoir un truc comme ça à l'époque. Donc, j'aime bien. Ça me permet, avec des outils qu'à peu près la plupart de mes joueurs ont à peu près une idée de comment ça fonctionne. Tout le monde sait à peu près ce qu'est une défense, une CA, les 6 caractéristiques qu'on peut éventuellement varier, et voir tout ce qu'on peut balayer comme thématique. Et voilà, là, il n'y a pas longtemps, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Mecha Hack, voilà, un jeu de robot géant sur une base OSR, sur une base Black Hack. Moi, après, j'ai écrit un jeu de science-fiction d'horreur, Extinction, pour faire du Alien, mais avec une base OSR aussi. Et j'ai l'impression que c'est inépuisable, en fait. C'est inépuisable. Il y a... oui, parce que tout ce côté minimaliste, en fait, on peut l'appliquer à tout, quoi. Et en même temps, c'est à la fois, il y a un côté minimaliste, mais en même temps, ce que disait Grumpf aussi, on peut vraiment donner une couleur très forte, une proposition très forte, avec des choses très minimales, mais vraiment, enfin voilà, jouer à The Black Hack et jouer à Godbound, c'est pas la même chose. Non, pas du tout. Voilà, on va pas du tout obtenir le même résultat. Donc c'est cette espèce de... On va dire pratiquement, l'OSR, pour moi, c'est pratiquement comme une espèce d'alphabet, en fait. C'est juste un alphabet, voilà, il y a 26 lettres. La pierre de Rosette du JDR, quoi. Ouais, voilà, et on peut partir, mais vraiment dans tous les sens. On peut inclure des options de jeux très récents, on peut jouer vraiment très, très à l'ancienne. Et moi, c'est cette richesse-là qui me pousse, en fait, à explorer ce terrain-là. Moi, très honnêtement, jouer juste un nain, un elfe qui vont explorer un donjon, moi, ça me les brise menu. Je veux dire, ça ne m'intéresse pas, moi, à titre personnel. Je dis pas que c'est mal de faire ça, hein. Moi, ça m'intéresse pas. Mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire avec ça en plus que, voilà, c'est la principale raison pour laquelle je joue SR, tout simplement. Ok. Moi, de mon côté, c'est un peu tout ce qu'on a dit, hein. C'est le fait d'avoir un monde ouvert. J'aime beaucoup l'aspect aléatoire aussi. Comme disait le Grumpf, tu démarres une campagne, il y a des gobelins qui attaquent. Toi, tu mènes derrière, tu as tes petites tables aléatoires pour, si besoin, te créer des événements et des accroches. Et puis, tu pars comme ça avec une map, s'il faut, qui n'existe pas et qui est dessinée au fur et à mesure. Donc voilà, cette espèce d'aspect vraiment ouvert et libre. Et aussi, j'aime bien aussi le player skill. Bon, en 40 minutes, 50 minutes, c'est compliqué d'embrasser toutes les possibilités, mais voilà, on l'a évoqué très rapidement, mais le player skill, donc se baser sur l'intelligence des participants, du coup. Et alors, c'est pas un test de QI, c'est pas la question en fait, mais de dire aux joueurs, bon, là, il y a un pont qui est brisé, les cordes sont totalement lâches, et il y a un ravin à traverser. Qu'est-ce que vous faites? Et là, du coup, plutôt que de balancer des dés sous une caraque pour voir s'ils arrivent à construire un pont tel de bons ingénieurs, non, ils vont se creuser un peu la tête, ils vont dire oralement dans une conversation ce qu'ils font. Et là, on dit banco, mais c'est parti, on jette pas de dés, on y va, l'aventure continue. C'était un chouette moment, quoi. Donc voilà, moi, c'est ces aspects-là qui m'intéressent énormément. De conversation et de monde ouvert et libre. Mais bon, j'en ai suffisamment parlé sur ma chaîne et il y a des campagnes qui sont dispo pour se faire une idée de ce que ça peut être en jeu.
Ouais, en tout cas, c'est comme tu dis, c'est très très riche. Dernièrement, j'ai testé Electric Bastion Land avec un aspect très britannique aussi et très électropunk et ouais, un univers totalement barré, mais qui est génial. Donc ouais, on peut jouer beaucoup de choses avec cette espèce de flipbook dont j'aime beaucoup l'idée avancée par Grumpf. Et toi donc le Grumpf, pourquoi jouer à SR si tu devais donner envie aux gens? Moi, je joue pour 2 raisons. D'abord parce que je suis un fan du Donjon Verse, plus que Koba visiblement, mais ouais, moi je suis un fan de base du Donjon Verse depuis presque 35 ans et que j'ai joué dans le Donjon Verse avec d'autres règles que Donjon. C'est-à-dire que j'ai joué avec les règles du WoD, j'ai joué avec enfin, ce qui me tombait sous la main à certains moments. On jouait dans des mondes Medfan type Donjon Verse, mais avec d'autres règles. Donc déjà tout ce côté, justement comme tu dis, quand tu dois improviser des histoires rapidement, quand tu dois développer des campagnes, etc., des campagnes pâte à modeler aussi, un peu comme les personnages, tu peux t'appuyer sur finalement une richesse presque unique qu'on retrouve, qui est cette espèce de fantasy de parc d'attractions, on va dire, de Medfan un peu qui a été tiré dans tous les coins, hein, de Midnight à Tales of Equestria, on va dire presque, tu vois. On a à peu près toutes les ambiances. Greyhawk, c'est pas Darksun, Darksun, c'est pas Spelljammer, c'est pas Eberron, et en même temps tout ça, ça participe du même de la même ambiance de ce donjon verse. Et et donc on a une source quasiment inépuisable d'inspiration, de tables aléatoires, de sourcebook, on peut ouvrir n'importe quel bouquin. À l'époque de DD3, il y a eu avec l'ouverture de la licence, il y a eu une littérature un peu putassière mais extrêmement riche qui a été produite par tous les éditeurs possibles et inimaginables depuis il y avait Mongoose qui faisait des trucs, AEG et compagnie, qui ont sorti le bouquin des mercenaires, le bouquin des tours perdus dans la forêt, le bouquin des petites fées au milieu des mares. Enfin voilà, c'était quasiment ce niveau-là. Ouais. C'est rarement super inspiré, mais ça reste inspirant quand même, quoi. Donc on a déjà ce truc-là qui fournit un substrat de jeu pour du Medfan qui est assez important. Et quelle meilleure règle utiliser que finalement que les règles OSR pour faire du Medfan à la donjon. C'est fait pour. En fait, il y a une espèce d'articulation naturelle entre les deux. De la symbiose, quoi. Voilà, c'est presque, quoi. Et en même temps, effectivement, et là je rejoins complètement Koba, c'est la richesse à la fois sur une base très simple, la CA, les points de vie, les classes, les 6 caracs, etc. Sur des bases extrêmement simples, on peut, comme je disais, avec le flipbook, on peut exprimer des tas d'ambiances différentes, des tas de possibilités différentes. On peut faire de la SF, on peut faire du cyberpunk, on peut faire du steampunk, on peut faire du contemporain, on peut faire du Medfan, on peut faire de l'antique, on peut faire de la sword and sorcery, on peut faire un peu ce qu'on veut, en choisissant les bons outils ou les bons modules de party game. On peut construire des jeux qui sont très fortement attachés à l'ambiance ou au style qu'on veut développer autour de la table, à l'univers qu'on veut développer. Et donc, on n'est pas obligé de jouer dans le Donjon Verse. On peut jouer dans plein d'autres trucs, quoi. Et puis, on peut tirer les règles vers des extrêmes, comme l'a fait Into the Odd ou d'autres trucs, ou même Dungeon World, des choses comme ça. On peut tirer les règles dans des extrêmes, ou au contraire les resserrer au maximum sur la pureté originale, entre guillemets, enfin, c'est que peut représenter par exemple un Sword and Wizardry. Et puis sur cette base très simple, on peut travailler sur des mécaniques dans tous les sens. On peut rajouter des choses très modernes, on peut rester dans le côté très ancien, on peut compliquer, on peut simplifier, on peut chercher les purs de la forme. Et en fait, c'est quasiment inépuisable. Moi, depuis que je suis tombé dedans,
j'ai toujours écrit enfin, ça fait 30 ans que j'écris des systèmes de jeux et que je développe des trucs et que je développe des univers, etc. Bien avant de me lancer professionnellement dans le truc, je le faisais déjà. Et en fait, l'OSR m'a amené une base très solide, très simple, très solide, extrêmement modulaire. Et en fait, j'en finis pas d'explorer les possibilités. C'est à chaque fois que je me dis, ah, c'est bon, là, je suis quasiment au bout. J'ai trouvé l'épure du truc. En fait, non, j'ai trouvé l'épure pour une ambiance donnée ou un monde donné ou un truc donné ou à un moment donné. Et en fait, il y a moyen de tout d'un coup de se dire, ouais, mais en fait, le truc sur lequel je bosse depuis 5 ou 6 ans et qui est parfait, ouais, c'est bon, j'ai assez joué avec et je vais repartir sur autre chose. Et on vire juste ce module-là et on repart sur des années de réexploration du truc, de rebidouillage de système. Alors, faut être un peu Twitter, faut être un peu, faut aimer bidouiller, faut aimer mettre les mains dans la mécanique, mais quand on aime ça, on peut vraiment s'amuser juste avec de l'OSR. Et puis quand on n'aime pas bidouiller, il suffit, je pense qu'il y a suffisamment de propositions très fortes aujourd'hui pour trouver l'OSR qui correspond exactement à la manière dont on a envie de jouer sans mettre les mains dans la mécanique, en fait. Donc, on va terminer cette première émission là-dessus. On a fait les tours de la première partie. Et puis, Je pense qu'on pourrait en parler des heures, hein, mais du coup, l'idée, c'est d'avoir un format un peu court. Donc, c'est bien parce qu'on va avoir une deuxième émission pour attaquer un peu plus les mécaniques et les nouveautés et les différents projets. Donc, on va s'arrêter là-dessus pour la première partie. Donc, je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci beaucoup, Koba et Grum, pour vos interventions. Et c'était très intéressant et instructif. Merci à vous. Merci.